Bonjour à toutes Bonsoir. et à tous. Bonsoir. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Donc l'idée c'est qu'on ait une petite discussion, si j'ai bien compris, entre nous. On a des choses à se dire et à dire. C'est toi qui commence? Ben non, c'est toi. C'est moi qui commence? Non, peut-être qu'on peut se présenter quand même. Ouais, voilà. Hein. Donc moi je suis Pierre Daréville et je suis député des Bouches-du-Rhône, député communiste. Alors moi je suis Jean-Jacques Barré, je suis on va dire collaborateur de la commission culture du PCF qu'anime Pierre Daréville. Moi, je suis Jimmy Sintero, je suis designer graphique et je suis membre du SNAP CGT, qui est le syndicat national des artistes plasticiens plasticiennes. Et moi, je suis Elisabeth Joniot, je suis membre de la SRF, qui est la Société des réalisateurs et réalisatrices de films. Peut-être ce qu'on se disait, c'est que ça vaudrait le coup de faire un petit état des lieux de ce qui nous a amené à nous retrouver. Et de dire qu'on est venu parler d'une proposition de loi. Hein. Tout à fait, c'est une proposition de loi que j'ai ici entre mes mains, qui vise à l'instauration d'un revenu de remplacement pour les artistes-auteurs, artistes-autrices temporairement privés de ressources. Voilà, donc c'est de cette proposition de loi effectivement qu'on va parler, mais peut-être qu'on peut commencer avant de détailler le dispositif à dire un petit peu ce qui a fait grandir cette réflexion. Ce qui est l'historique. Je vais faire un tout petit peu d'historique sans remonter à Mathusalem. On va quand même remonter au début du confinement où effectivement on a constaté dès le mois de mai-juin de 2020 que les artistes-auteurs étaient encore plus morflés, encore plus, si je puis dire, que les autres travailleurs de la culture. Et qu'à partir de ce moment-là, l'idée était dans l'air qu'il fallait travailler à la question de la continuité de revenus dont bénéficiaient les intermittents du spectacle en tant que salariés et dont ne bénéficiaient pas les artistes-auteurs qui n'étaient pas salariés et ne le sont toujours pas d'ailleurs. Et un travail s'est engagé qui a abouti à ça. Là, je fais très vite. Et du coup, c'est ce document, on va dire, plus grand public, beaucoup d'artistes et d'auteurs-autrices ont vu, porte du coup pour l'instauration l'inscription des artistes-auteurs dans l'assurance chômage, sous le même modèle que par exemple pour nos camarades intermittents et artistes-interprètes, avec l'intermittence. Du coup, c'est un projet qui à l'origine a été porté par des organisations syndicales, qui pour quand même faut les nommer, qui est le SNAP CGT, le STAS et NTSO, et d'associations avec la BUSE et la SRF, avec aussi Rougeant, avec l'AFD, et maintenant en solidarité et en soutien de pas mal d'organisations professionnelles. Il y a une quarantaine d'organisations professionnelles qui soutiennent aujourd'hui le projet de loi. Il y a une tribune qui vient de paraître dans Le Monde, paraître en ligne. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble de la tribune dans Le Monde de ce soir. Et pour un peu peut-être expliquer plus techniquement en fait d'où est parti ce projet et l'idée, c'est pour les personnes qui ne savent pas déjà ce que c'est les artistes-auteurs. Du coup, les artistes-auteurs, c'est un terme qui vient plutôt qui est dans le droit social, qui désigne les personnes qui sont à l'origine des œuvres, à la création des œuvres. Donc dans le code de la propriété intellectuelle, il y a d'abord les créateurs et les interprètes. Du coup, les artistes-auteurs appartiennent de ça. Il y a eu une... Non, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ce sont toutes les personnes qui sont à l'origine des œuvres et qui conditionnent tous les secteurs de l'art et de la culture, comme le cinéma, la musique. En fait, il n'y a pas d'œuvre sans, sans auteur, sans autrice. Voilà, il n'y a pas d'œuvre sans auteur, sans autrice, sans artiste. Et le paradoxe que nous vivons, c'est que ce sont des secteurs qui font travailler beaucoup de monde, qui engendrent un certain chiffre d'affaires, on va dire, très important. Et nous, en revanche, on n'est pas du tout corrélés à ces montants assez colossaux. En fait, c'est tout un travail qui n'est pas reconnu, c'est ça qu'on peut dire, non? Au-delà d'être pas reconnu, enfin, il y a ça aussi. C'est que c'est pas reconnu, mais il y a une construction sociale, d'une construction sociale en fait des artistes-auteurs qui a été faite autour du droit d'auteur. Donc ça c'est un principe révolutionnaire qui est à partir du 19e siècle, qui a façonné, on va dire, les modes de rémunération, qui à cette époque avait son utilité. Donc il y a une construction sociale autour de la propriété littéraire et artistique. Et en fait,
aujourd'hui, la non-reconnaissance, on va dire, du terme du travail, il induit aussi du fait de trois types de rémunération. Je vais aller être assez vite là-dessus, qui vient juste. Attends, excuse-moi, tout ce qu'on peut dire. Attends, excuse-moi pour te couper. Ce qu'on peut dire, c'est que la rémunération des artistes-auteurs, elle est adossée à l'exploitation de leurs œuvres. Elle n'est pas adossée à leur travail. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune corrélation entre le travail des artistes-auteurs et ce qu'ils gagnent. Ils sont rémunérés en fonction du résultat commercial de leur travail. Et là, évidemment, c'est pour ça qu'il y a de telles disparités et que parfois, il n'y a pas de rémunération du tout. Donc, on a des temps de travail qui sont très longs. Plus on travaille, évidemment, plus c'est ce qui fait la valeur de l'œuvre, mais on n'est pas du tout rémunéré proportionnellement à notre travail, puisque c'est le droit d'auteur, c'est le droit de la propriété intellectuelle que l'on a sur nos œuvres et que l'on cède à des diffuseurs, et en échange on a un pourcentage, en tout cas c'est comme ça que ça se passe pour le cinéma. Ça nous nie dans notre condition de travailleur. Sur le droit d'auteur, on pourrait même l'appeler le droit de l'œuvre en fait. Ça c'est un des premiers modes de rémunération qui est assez structurel dans pas mal de milieux qui vont être plutôt autour de l'écrit. Il y a un deuxième mode de rémunération qui est celui-là des honoraires, qui va beaucoup plus toucher d'autres pratiques. Par exemple, celui-là chez les designers graphiques, etc. On va beaucoup faire de la facturation. Et donc ça, c'est vraiment de la vente d'œuvres. Donc là, on est aussi dans une autre structure de rémunération typique fin 19e siècle. C'est-à-dire que c'est une rémunération à la tâche. Et voilà. Donc on est sur à la pièce, quoi, un petit peu comme les ouvriers du 19e siècle. Ça n'a pas évolué et il n'y a aucun... on a très peu de droits sociaux qui sont pour les artistes-auteurs. Voilà. Et ça, après, il y a la troisième mode de rémunération, ce que nous on a détaillé dans cette chose-là, qui s'appelle les aides à la création, qui, on va dire, les aides à la création ont été mises en place dans le fait même que ces deux modes de rémunération dont on parlait tout à l'heure, qui va être le droit d'auteur et le travail et la tâche, ne marchent pas. Donc, ces aides à la rémunération ont eu leur fonctionnement dans les années 70, les aides massives de l'État. Aujourd'hui, on se retrouve avec en tout cas massives, en tout cas, elles étaient présentes. Qui sont quand même toujours sélectives. C'est aussi, il y a aussi un travail à faire en amont, puisque ces aides sont très sélectives, un travail en amont qui n'est pas rémunéré. Donc, si vous voulez, c'est mieux que rien, mais ça ne comble pas non plus le déficit de rémunération lié au travail. C'est très important. Il y a rien de... Et là-dessus, surtout ces aides à la création, aujourd'hui, elles sont aussi beaucoup possédées par le privé. On voit que l'État commence à être mis en retrait. Il y a beaucoup plus de bourses venant de fondations privées, etc. Donc là, on a une vraie problématique. Dans ce constat-là, nous, on se dit que, donc comme tu disais tout à l'heure, Isabelle, tout ça, la condition même sociale des artistes dépend du succès. Et donc, il y en a très peu qui arrivent à s'en sortir. On voit vraiment une sorte de sélection à la sortie des écoles. Il y a une épuration des artistes où les plus jeunes, il faut déjà attendre au moins 10-15 ans avant de potentiellement pouvoir vivre de son métier. Et tout ce métier dépend seulement de la diffusion de nos productions. Dans cette chose-là, il y a une composante qui nous a intéressés, qui a structuré tout le projet de loi, qui est la composante salariale. La composante salariale, elle vient que dans le statut, depuis la fin des années 70, on est adossé au régime général de la sécurité sociale. Adossé au régime général. Donc, c'est-à-dire qu'on a les mêmes droits pour ce qui est la santé, la famille, la retraite, on a les mêmes droits que les salariés du secteur privé. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un système qui nous rapproche des salariés en termes de droits sociaux, et par un système de conversion de nos droits d'auteur, enfin de nos revenus d'auteur en heures SMIC, c'est ce que tu veux expliquer. C'est-à-dire que la sécurité, enfin l'URSSAF ou la sécurité sociale prend en compte tous les revenus que l'on a eus dans l'année précédente et les convertit en heures SMIC. C'est-à-dire que si on a gagné un peu plus de 6 900 €, ça fait 600 heures SMIC et ça nous donne droit à 4 trimestres de retraite, par exemple. C'est ce qui s'appelle l'équivalence financière. En fait, c'est un modèle, comme tu expliques, qui est de conversion de notre travail. Du coup, en fait, on a déjà un outil qui nous permet d'avoir un calcul. Beaucoup de gens nous disent, mais en fait, comment est-ce qu'on peut atteindre l'assurance chômage avec quelque chose? C'est-à-dire, par exemple, nous, on n'est pas salarié, on n'a pas de calcul par rapport à ça. Et en fait, nous, on a déjà une conversion de l'ensemble de nos revenus, je veux dire, droit d'auteur, aide à la bourse et aussi facture. Tout l'ensemble est converti après en heures SMIC. C'est pour ça, et c'est déjà un cas, dès qu'on touche ces 600 heures SMIC, on a donc l'accès à une annuité de retraite, au même titre que les salariés des privés. Pour se résumer, parce que on ne peut pas trop infliger de détails techniques à nos auditeurs, spectateurs, ce qui se passe avec les artistes auteurs depuis qu'ils existent,
qui sont reconnus comme tels, disons, depuis l'invention du droit d'auteur, leur combat tend à les rapprocher de plus en plus du statut de salarié et des conquêtes du salariat en général. Et notre proposition de loi sur le revenu de remplacement et la continuité de revenus, plus exactement, constitue justement une étape, très importante, dans la reconnaissance de cette unité du travailleur salarié ou pas. Notre idée, il ne faut pas induire un peu en légendaire, notre idée n'est pas de nous transformer en salariés. Non, mais c'est le mot salarié peut faire peur à certains artistes-auteurs. L'idée, c'est pas du tout qu'on devienne des salariés. L'idée, c'est simplement d'utiliser un mécanisme qui est déjà utilisé par la sécurité sociale, que ce mécanisme soit pris en compte par l'UNEDIC, c'est-à-dire un système de conversion des revenus auteurs en heures SMIC qui nous permettrait d'avoir ces fameux 507 heures, par exemple, nécessaires pour les intermittents pour avoir une allocation chômage pendant 12 mois. Sauf que nous, on a une proposition qui est plus ambitieuse, qui est plus intéressante parce que on n'a pas une heure de travail. On peut pas dire qu'une heure de travail c'est une heure SMIC. On peut gagner 3 000 € et travailler un an et gagner que 3 000 € puisque nos revenus, encore une fois, ne sont pas liés au temps de travail. Donc, notre proposition de loi, c'est 300 heures SMIC sur les 12 derniers mois qui ouvriraient des droits au chômage pendant un an, avec un revenu plancher à 85% du SMIC, donc à peu près 1 200 €. Moi, je souscris évidemment à la présentation que tu viens de faire, Elisabeth. Je crois que l'état d'esprit, c'est celui-là. C'est-à-dire, nous voulons protéger en fait la création humaine, le travail de création et celles et ceux qui produisent ce geste de création. Et donc aujourd'hui, on voit bien que là, il y a quand même quelque chose qui manque parce que il y a non seulement une discontinuité, mais une irrégularité aussi des revenus. Et si on veut permettre à un certain nombre d'artistes, auteurs et autrices de pouvoir continuer à créer, il faut leur assurer quand même cette protection sociale, tout simplement. Voilà, donc c'est la ça l'idée. Continuité des revenus. Ce qui nous parle. On a tous besoin d'une continuité de revenus pour vivre, pour créer. Genre, sans continuité de revenus, on est dans une insécurité matérielle, psychologique, qui est une vraie entrave, évidemment, à l'existence de chacun, mais y compris à la création. Et c'est ça qui est le plus important. Et je pense qu'à l'heure où est en train de monter en puissance l'intelligence artificielle, de protéger notre capacité de création humaine, c'est tout à fait décisif, en fait. Donc, je crois que cette proposition, elle porte assez loin dans l'esprit. Et évidemment, elle s'attache à des choses très matérielles, c'est-à-dire finalement comment on permet quand même aux artistes de pouvoir vivre de leur travail, mais en tenant compte de cette difficulté. Alors peut-être comme il nous reste quelques minutes, je voudrais dire quelques mots sur l'état, le moment où nous sommes. En fait, cette proposition de loi, elle a été déposée une première fois en 2022 sur le bureau de l'Assemblée nationale. Elle vient d'être redéposée il y a quelques jours. À nouveau parce que nous sommes dans une nouvelle législature et elle a été redéposée avec de nouveaux signataires qui rassemblent une grande diversité de sensibilités de groupes de l'Assemblée nationale, de la majorité et des oppositions de gauche et des républicains également puisqu'on a un député des républicains qui a signé cette proposition de loi. Donc ça c'est une proposition qui quand même commence à faire un peu aussi de bruit dans l'Assemblée nationale. Et on espère pouvoir la mettre à l'ordre du jour. Voilà, on espère pouvoir la mettre à l'ordre du jour dans les semaines, les mois qui viennent, pour qu'il puisse y avoir un véritable débat. Et c'est véritablement l'objectif, c'est ouvrir le débat sur la manière dont nous protégeons les artistes, auteurs et autrices. Donc cette proposition, elle est sur la table, elle a été construite, elle est sérieuse, elle mérite d'être discutée. Personne ne prétend ici qu'on a le fin mot de l'histoire, voilà. Hein. Mais effectivement, je crois qu'il y a un débat qui est en train de s'ouvrir. Aujourd'hui, il y a eu un grand rassemblement qui a été organisé, et on remercie les organisateurs et organisatrices devant le ministère. Il y a une tribune qui a été signée largement. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de monter et je crois que voilà, c'est le moment peut-être de pousser un peu plus fort.
Et je tiens à rajouter, ce qu'on n'a pas du tout parlé, enfin désolé, c'est encore du détail technique, mais c'est important de le dire, c'est la question du financement. Elle ne peut passer seulement par l'augmentation des taux de la cotisation du diffuseur. Parce qu'actuellement, le taux de cotisation du diffuseur est de 1,1%. Et nous, dans le projet de loi, si après vous le lisez, on le fait passer à 5,15. C'est-à-dire c'est 4,10% qui est celui-là du taux de cotisation diffuseur pour l'assurance chômage dans le privé, si je ne me trompe pas. Et ça ne peut passer seulement par rapport à ça. Si on prend en comparaison avec nos camarades intermittents, le taux de cotisation patronale est de 46%. Donc on est dans un rapport aussi... Non, il faut être plus précis. Pardon, parce que là tu mélanges tu mélanges deux familles de cotisations sociales. La cotisation chômage, aujourd'hui, les salariés en sont dispensés. Alors, non, mais nous, on paye déjà, en fait, attendez, c'est un autre sujet. On paye déjà la CSG, donc la part salariale, elle est déjà prise en compte. Excuse-moi. Non, il n'y a aucune raison pour que les artistes-auteurs paient une cotisation chômage, entre guillemets, puisque les salariés ne la paient pas. En revanche, les diffuseurs, ceux qu'on appelle les diffuseurs, c'est-à-dire les producteurs, les éditeurs, etc., ne paient rien en matière de chômage. Les 1,1% qu'elle fait allusion, c'est 1% sécurité sociale, 0,1% formation professionnelle. Je crois qu'on nous demande de terminer là-dessus. Mais oui, c'est l'heure, Jean-Jacques. Le but du jeu est de faire payer les diffuseurs. C'est aussi comme ça qu'on ira à l'UNEDIC, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une part patronale. Voilà, mais allez voir, tout ça est public et on est à votre disposition. Merci.